Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire de Scale to Sell, le collectif qui permet à des dirigeants de passer des paliers de croissance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Anne-Laure Tupin, une consoeur qui fait des choses très similaires. Et du coup, l'idée, c'est de confronter un petit peu nos approches. Salut Anne-Laure. Salut François, ça va bien? Super. Donc l'idée, c'est d'avoir trois temps dans cet échange. Un premier temps où tu nous parles de ton parcours, qui est riche. Un deuxième temps où tu nous parles de comment tu en es arrivé à accompagner des dirigeants. Et un troisième temps où on essaiera de comprendre quelles sont un peu nos différentes méthodes et pourquoi on approche nos clients de telle ou telle façon. Ça te va comme programme? Ça avait coupé. Ça est coupé. Bon, c'est pas grave. Je disais, ça te va comme programme? Oh ouais, ça me va très bien comme programme. Ok, donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là, donc merci pour l'invitation. Pour retracer un petit peu mon parcours, donc moi j'ai commencé en tant que consultante en transformation digitale, donc des organisations, donc vraiment de manière très classique dans un cabinet de consulting, plutôt tout de suite dans un mode startup parce que on va dire que mon manager a créé son cabinet et donc je l'ai suivi en étant la première salariée. Ça m'a tout de suite plu ce mode où on était en mode startup et on était les premiers à structurer, mettre des choses en place. Et donc, c'est comme ça que j'ai été envoyée sur des gros comptes, plutôt en banque d'investissement, à mettre en place des CRM. Donc, moi, j'étais côté Salesforce, pour ceux qui connaissent, enfin, qui ne connaît pas Salesforce en même temps. Et, voilà, donc c'était un projet refonte du CRM sur toute la banque privée Salesforce. Ça a été un énorme projet, un projet à l'international où ça m'a permis de partir à l'international, mais surtout en fait de voir tous les méandres et la complexité en fait que peut être ce genre de projet. Donc avec toutes les parties prenantes et vraiment travailler sur tous les postes, notamment la partie change management et la partie formation des utilisateurs. Donc c'est ça aussi qui m'a beaucoup marqué parce que je formais des gens à un outil que je voyais ne pas être très ergonomique, on va dire, dans son interface. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup travaillé et ce qui m'a amené en fait à mon deuxième, pardon, à mon deuxième poste. Parce que j'ai vu que, enfin, pour ceux qui ont déjà travaillé avec Salesforce, l'ancien Salesforce, avec l'ancienne interface, c'était une véritable horreur. On est d'accord. Tu connais? Je l'ai eu en 2009, 2012. Je le regrette pas. Voilà, je Je crois que peux l'avoir. personne le regrette. Mais moi, ça m'a un peu tilté et je me suis dit que non, c'était pas possible en fait, et que le change management était énormément lié aussi à l'interface utilisateur qu'on voyait sur les outils et finalement à un domaine que je ne connaissais pas du tout, qui était l'UX, la user experience, et l'UI, donc user interface. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à ce sujet, complètement en autodidacte, et j'ai complètement changé de braquet. Et je me suis mis en freelance, enfin, en consulting sur la partie UI et UX design. Donc, complètement Au différent. départ, tu avais quoi comme formation? Parce que c'est une chose dont on n'a pas parlé. Ouais, au départ, prépa, école de commerce classique, D'accord. à Marseille. Ah, Kedge. Ok, nouvellement, mais moi, c'était, je sais même plus comment ça s'appelait. Le remède. Euromed, voilà. Ça sonnait mieux la plage, je trouvais, que Cage. Mais ouais. Ouais, et donc, bon, un parcours assez classique. En fait, l'idée, c'est que quand on veut partir dans le consulting, moi, j'ai toujours privilégié enfin, la possibilité d'avoir le plus de portes ouvertes possible et de pas me spécialiser parce que aujourd'hui, on te dit constamment qu'il faut te spécialiser, mais en consulting, en fait, la particularité, c'est justement qu'il faut pas forcément être spécialiste. Faut être capable de comprendre un secteur très rapidement, de pouvoir s'adapter, de pouvoir comprendre justement la complexité de projets, parce on est un peu trimballé de projet en projet. Et c'est justement vraiment un avantage d'être généraliste et de comprendre les tenants et les aboutissants d'un projet et d'une situation très rapidement. Donc voilà, ouais. École de commerce. Et donc pour en revenir à ce pivot UI UX, donc je me suis spécialisée là-dedans
enfin, pour le coup, je me suis spécialisée quand même, mais avec mon bagage de consultante, ce qui m'a permis en fait d'être embauchée dans une entreprise qui s'appelle French Founders et qui avait Un réseau besoin bien justement, connu. Ouais. voilà, un réseau bien connu, donc un réseau, pour ceux qui connaissent pas, d'expatriés français, donc partout dans le monde, qui veulent s'expatrier, des entrepreneurs qui veulent s'expatrier, et on les met en relation avec des CEO, des managers, du top management de grandes entreprises et des investisseurs. Donc l'idée, c'est vraiment, enfin moi à mon époque, c'était vraiment, on prenait le partage d'expérience. C'était pas vu comme un club business, et donc l'idée c'était de leur donner en fait un outil, une application mobile, et il fallait créer ce support digital pour soutenir en fait l'expérience utilisateur. Et donc c'est là-dessus que j'ai été embauchée et qu'il a fallu justement construire cette expérience utilisateur, structurer un produit qui existait, enfin dans ses prémices en fait, et donc structurer à la fois parce que c'était une expérience à la fois digitale et physique. Parce qu'il y avait, chaque semaine, des rendez-vous, des événements partout dans le monde, et donc du coup, il fallait que ça se reflète dans le monde digital et dans l'application et sur le web. Donc, ça a été une super expérience pendant 1 an et demi ou 2, où je suis partie à New York. Donc, ça, c'était aussi une chouette expérience, et donc j'ai progressivement dérivé vers, du product management, parce que bon, c'est un peu on va dire que ça peut être un peu le chemin classique où on évolue vers vraiment la gestion du produit. Donc il y a une partie UX, mais il y a aussi toute la partie discussion avec les développeurs, discussion avec la partie stratégie, discussion avec les users, de remonter les besoins users. Et c'est un peu finalement être le chef d'orchestre et le tampon, on va dire, entre toutes ces parties prenantes, et continuellement faire des arbitrages pour avoir le meilleur produit pour les utilisateurs, quoi. Donc voilà, il a fallu structurer tout ça, et puis voilà, pour des raisons diverses, je suis partie. J'ai une petite période voyage assez personnelle, et ensuite je me suis remise sur la partie PM. Et ensuite, j'ai pivoté justement sur ce qui nous amène à discuter aujourd'hui, sur des systèmes. Alors, parle-nous de des systèmes en quelques mots. Comment t'en es arrivé à te positionner sur rendre des entreprises TPME plus désirables et comment tu le fais aujourd'hui? Alors tout ça, c'est parti donc c'est assez cohérent, hein, dans le parcours. C'est que, moi, j'étais, product manager, consultante, à mon compte, mais j'avais qu'un seul client. Donc moi, j'ai toujours, préféré, voilà, j'ai toujours été dans un monde de start-up, j'ai toujours été dans un monde quand ça grossit, je préfère m'en aller. Et donc c'est pour ça que j'étais à mon compte, parce que, il y avait toujours cette envie d'indépendance et de liberté. Sauf que, je me suis très vite rendu compte que j'avais un client, que finalement mon client, c'était devenu mon nouveau boss, et que cette envie en fait de faire de l'entrepreneuriat avait complètement, entre mon envie et ma réalité, elle était complètement, il y avait vraiment un énorme gap. Et donc c'est là où j'ai commencé à creuser, parce que je me suis dit vraiment, il doit y avoir un autre moyen de faire les choses, c'est pas possible. Et je voyais que, beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, que ce soit des freelance solopreneurs ou même des chefs d'entreprise, vivaient quand même beaucoup la même chose que moi, c'est-à-dire que ils étaient très loin d'être libres, et ce pourquoi ils avaient créé leur entreprise, c'était quand même assez loin de la réalité. Donc j'ai creusé, j'ai découvert des bouquins assez incroyables, dont le livre un peu fondateur, The E-Myth de Michael Gerber, qui explique vraiment le concept de travailler sur son entreprise versus dans son entreprise. Et puis vraiment la fondation de qu'est-ce que c'est qu'un système et pourquoi l'entreprise, enfin, la particularité finalement que l'entreprise repose plus sur son dirigeant que elle est autonome, quoi. Et ça pose un énorme problème, et c'est le cœur, je vais pas spoiler, mais c'est le cœur du bouquin. Et donc du coup, j'ai creusé là-dedans et je me suis dit que oui, finalement, il y avait peut-être une deuxième voie, que ça pouvait être intéressant, et donc je me suis intéressée à toute la partie system management, donc business process management, et donc le voir plutôt comme un moyen pour justement retirer la dépendance du dirigeant. En comprenant que, finalement, le dirigeant
C'était un système en lui-même qui fonctionnait avec des systèmes dans son entreprise de manière inconsciente ou non, mais tout le monde a des systèmes. Enfin, je veux dire, quand on mange mal, c'est un système et le résultat, c'est que, on va avoir des problèmes de santé. Donc c'est vraiment le côté input-output et donc en fait, tout est système interconnecté. Le corps humain, je pense que c'est le meilleur exemple. Il n'est fait que de systèmes interconnectés et donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer là-dedans. Et en parallèle, moi, j'ai rencontré le monde de la cession et reprise d'entreprise. Donc ça, c'est pareil, ça a été hyper intéressant et ça a été un peu, pas une révélation, mais disons que ça m'a bien chamboulée dans mes projets. Moi qui étais très axée sur la partie start-up, sur la partie, on va toujours créer plutôt que regarder ce qui existe déjà. Et là, je me suis rendu compte en fait de toutes les possibilités qu'il y avait de justement faire perdurer ce qui existe en fait. Et surtout tout ce qu'on pouvait apporter nous en tant que génération un peu plus digitale, qui avons touché justement à des choses très fondateurs qu'est le CRM, et qui comprenons en fait comment fonctionne l'entreprise, mais d'un point de vue un petit peu plus technologique et digital, et comment justement les systèmes peuvent s'interconnecter. Et donc voilà. Et donc j'ai essayé d'associer ces deux branches. Et donc j'ai lancé des systèmes. Donc début 2024. Euh, Moi, j'ai une première et du question pour toi, du coup, c'est comment on fait prendre conscience à un dirigeant que, il a des systèmes et que ces systèmes sont défaillants? Alors, c'est une très bonne question qui n'est pas évidente à répondre. Sinon, je ne l'aurais pas Parce posé. parce que en fait, quand on parle de système défaillant, malheureusement, c'est souvent le dirigeant qui est le système défaillant. On est Heu, d'accord. Parce que, justement dans cette première approche, on comprend que bon, enfin le cycle classique en fait d'une entreprise, c'est vraiment bon, le fondateur va créer la boîte, ça va prendre petit à petit et ça va durer plus ou moins longtemps. Donc ça va faire un petit peu un effet boule de neige. Il va y avoir ce mouvement de traction et pendant toute cette période, l'entreprise va vraiment reposer sur le dirigeant. Et ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que donc là, on va bien comprendre que en fait, c'est le système du dirigeant donc qui fait fonctionner l'entreprise. Si on enlève le dirigeant, l'entreprise s'écroule. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que enfin, enfin, il y a pas d'autre choix que la stagnation de l'entreprise au bout d'un moment, parce que l'entreprise va atteindre ce plateau, parce que justement, l'entreprise va être bloquée dans son développement par le système du dirigeant. Il va y avoir vraiment cet effet plafond, cet effet, ce qu'on appelle goulot d'étranglement. Et c'est là, en fait, où le système du dirigeant est défaillant, parce que c'est lui qui fait goulot d'étranglement pour le développement de la boîte. Et donc, pour répondre à ta question, ça, c'est très compliqué. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, en m'associant, alors pas forcément en y allant frontalement, mais souvent en m'associant avec des personnes de l'écosystème du dirigeant, qui ont l'oreille du dirigeant, en fait, pour justement expliquer que, en fait, c'est un peu, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, mais c'est un problème de riche, en fait. Parce que sans le dirigeant, forcément, l'entreprise n'en serait pas arrivée là où elle en est. Et c'est très bien d'en arriver là où elle en est. Mais c'est juste que là, elle en est à une période où c'est comme, enfin, j'aime bien prendre l'exemple, c'est comme un enfant avec les parents, quoi. Si les parents, au bout d'un moment, ne lâchent pas prise et ne laissent pas de l'espace à l'enfant pour grandir, l'enfant, enfin, c'est le même principe de contrainte, de goulot d'étranglement, il ne peut pas s'épanouir. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, on en revient après à tous des biais psychologiques qui font que en fait, il y a de l'attachement, il y a même de l'identité du dirigeant par rapport à l'entreprise où, en fait, mon entreprise, c'est moi et qu'est-ce que je vais faire, du coup, si je ne suis plus indispensable à ma boîte? Mmh. Et Moi, donc je reprends ça, c'est très compliqué. souvent à ce niveau-là, je reprends l'image qu'avait donné Régis Medina quand il était intervenu sur ce podcast, donc un des papes du lean management, qui disait, en fait, on arrive à un moment où ce qui a fait le succès de l'entreprise est son principal frein à son développement. Exactement, Et ça résume bien la situation. c'est ça. C'est qu'on a dépendu du dirigeant et c'est parce qu'il y a eu la force entrepreneuriale du dirigeant qui a porté l'entreprise.
qu'elle en est là où elle en est. Mais maintenant, s'il n'y a pas les relais de croissance, si on n'allume pas les moteurs boosters, on va pas plus loin, quoi. C'est ça. C'est allumé, mais c'est surtout pour moi, c'est déplacé, en fait. Parce que, aujourd'hui, le moteur de la croissance, c'est le dirigeant. Et là, enfin, ce qu'il faut arriver à faire, c'est justement déplacer ce moteur de croissance sur d'autres systèmes, en fait. Des systèmes qui sont propres à l'entreprise et qui permettent justement à l'entreprise d'être plus autonome. Mm. Comment on les formalise, du coup, ces nouveaux systèmes, pour qu'ils puissent être compris et puis qu'en plus, ils puissent être... tu as parlé de change management, mais comment qu'ils puissent être déployés dans l'entreprise? Alors, dans un premier temps, on ne parle pas de nouveaux systèmes. Parce que comme je l'ai dit, en fait, l'entreprise, obligatoirement, elle fonctionne grâce à des systèmes. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est justement faire comprendre aux dirigeants qu'il y a des systèmes dans l'entreprise. C'est juste qu'il faut qu'ils en prennent conscience. Et c'est juste que nous, il va falloir aider le dirigeant et même d'autres personnes clés dans l'entreprise à prendre conscience de ces systèmes, à prendre conscience de vraiment l'essence même du fonctionnement de la boîte, en fait. Et ça, il va falloir le matérialiser, le visualiser, le documenter. Donc, en fait, la première partie, quand moi j'arrive dans une boîte, je relaxe tout le monde, hein, parce que je ne vais rien changer. Enfin, c'est vraiment juste comprendre, visualiser et documenter ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc ça, et le change management, ça vient bien après, ça vient vraiment en fin de parcours. Mais dans un premier temps, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, ils vont fonctionner d'une certaine manière. Moi, je suis juste là pour comprendre comment vous fonctionnez et comment vous faites pour faire fonctionner l'entreprise. À partir de là, on pourra se dire, on pourra prendre quelqu'un d'autre, que ce soit une personne, une automatisation, une IA, peu importe. On pourra prendre cette autre partie prenante et on pourra lui dire, OK, fais ce qu'on t'a noté de faire, en fait. Et donc, ça sert à ça aussi, partie système et processus. Comment tu permets aux gens de visualiser, de faire cette cartographie de façon assez exhaustive? Déjà, est-ce que tu l'as fait de façon exhaustive ou est-ce que tu te concentres sur quelques systèmes au départ? Et après, est-ce que tu as des méthodologies particulières pour mettre en avant et faire comprendre comment l'entreprise fonctionne? Alors, ça va dépendre. Alors, pour répondre une partie de ta question, ça va dépendre de la situation. Si j'agis pour un dirigeant, ça va être différent que si j'agis pour un cédant, parce qu'on va pas être dans le même degré de priorité, dans le même degré d'urgence et de risque. Et la deuxième chose, c'est qu'on va quand même toujours appliquer le concept du 20-80 ou du Mhm. 80-20. Pareto, C'est-à-dire que, un, un bon Pareto classique. exactement, qui est toujours aussi efficace. Et donc, il y a rien de pire que, je pense qu'on est on est tous allés parfois dans des entreprises où tu avais ces classeurs poussiéreux dans les étagères avec toutes les procédures de la boîte qui ne sont absolument jamais ouvertes. Mais par contre, on est très content que toute la boîte soit documentée et qu'on sache exactement, qu'on connaisse tous les process de la boîte. Sauf que c'est complètement inutile. C'est complètement contre-productif et là, pour le coup, en termes de change management, on est à zéro. Mais il L'idée, faut voir que ces classeurs, souvent aussi, ils ont été écrits pour répondre à des certifications ISO qu'on a dû passer dans les années 2000, 2010, pour répondre à certains appels d'offres et qu'en fait, personne ne les a fait vivre aussi. c'est ça, tout à fait. Mais ça, justement, c'est la grosse problématique ensuite du change management. Mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais c'est sûr que après, si ça a été fait pour des normes, c'est différent. Mais si on se dit qu'on construit, on documente des systèmes et donc on crée des procédures pour le fonctionnement de la boîte, pour extraire le dirigeant de l'opérationnel et pour faire en sorte que la boîte devienne plus autonome et rendre les équipes plus autonomes, etc. Il faut faire très attention à ce qu'on fait et comment en fait la méthode pour systématiser et écrire et documenter ces procédures, parce que il faut vraiment aller au plus juste. Il faut absolument pas tout documenter, il faut être capable d'avoir cette vision globale et d'aller de plus en plus en granularité, mais toujours. Et c'est là en fait où moi je reprends beaucoup mes compétences du X, c'est-à-dire que on fait toujours en fonction de l'utilisateur. À chaque fois qu'on fait une procédure, on se dit qui est-ce qui va la lire. Si c'est un stagiaire, ça va être différent que si ça va être un expert. Si ça va être un expert, peut-être que la procédure, ça va être 3 lignes. Il faut juste lui donner la direction.
Par contre, si c'est le stagiaire, bah là, le stagiaire, il va falloir lui expliquer ligne par ligne comment on fait et peut-être même qu'il aura encore des questions là-dessus et qu'il faudra enrichir la procédure. Mais moi, ce que je fais souvent, c'est que, enfin, quand mes clients veulent absolument m'expliquer comment ils font sur un point, on le fait. Mais par contre, souvent, je les arrête pour leur dire, écoute, là, très certainement, si quelqu'un lit un piou-piou lit, il comprendra pas. Mais laisse-le poser des questions. Et s'il pose une question, et là, on verra l'utilité. Il faut toujours que l'enrichissement et la granularité soient utiles, en fait. Parce qu'en fait, si on fait quelque chose de trop détaillé, vraiment, là, ça tue. Enfin, trop de détails tue les gens, tue la procédure, quoi. On est d'accord. Il n'y a rien de tel pour qu'elle soit pas lue ou qu'on s'arrête en plein milieu et qu'on cherche pas à comprendre pourquoi on l'a fait. Exactement. Et puis surtout, en fait, après, enfin, les salariés peuvent avoir l'impression d'être pris pour des idiots, en fait. Il faut pas faire, enfin, je crois que c'est Red Hastings, en fait, le directeur, enfin, le CEO de Netflix, qui disait ça. Faut pas faire des procédures en, en se mettant à l'échelon de l'idiot, en fait. En se disant qui peut le plus peut le moins, donc je mets un max de détails et puis comme ça, je suis sûre que tout le monde va comprendre. Il faut aussi se dire que bah, on peut donner la direction, mais on n'est pas obligé de donner tout le détail de comment faire. On peut donner juste le quoi et pas forcément le comment pour que bah, justement on se laisse une latitude de ok, s'il faut plus de détails en fonction de la personne, on en donne, mais pour l'instant on va laisser un peu de marge, quoi. Pour toi, quels sont les grands angles morts psychologiques qu'a le dirigeant quand il commence à vouloir structurer son entreprise, que ce soit en vue d'une session ou pas d'ailleurs? Les angles morts psychologiques. Bah, enfin, moi, de ce que je vois, enfin, encore une fois, ça va dépendre si c'est un dirigeant ou un cédant. Mais si je prends l'exemple des cédants, bah, la plus grosse difficulté, c'est qu'ils prennent conscience de tout ce qu'il fait. Ouais, je suis Et donc, d'accord. et ça, alors, c'est difficile et en plus, c'est très difficile à lui prouver, en fait. Parce que il faut vraiment qu'il, enfin, c'est exactement si tu roules ta voiture depuis 40 ans, bon, bah, tu te rends absolument pas compte de tout ce que tu fais, en fait. De tout ce que tu fais quand tu conduis, quand tu es dans une autoroute qui est très prise ou quand tu passes le rond-point de l'Étoile, quoi. Tu fais énormément de manœuvres et pourtant, bah, tu t'en Peu de rends absolument réflexe. pas compte. C'est ça, que du réflexe. Que de l'intuition et du réflexe et ça, je trouve que c'est un angle mort énorme parce qu'en fait, c'est le point de départ, en fait. Si la personne, elle est pas absolument conscience de la valeur qu'elle a dans sa tête et de ce qu'elle fait et ce qu'elle permet de faire à l'entreprise, bah, c'est énorme parce qu'en fait, c'est le point de départ pour tout le travail de systémisation, en fait. Moi, je trouve qu'il Donc manque souvent un effet miroir aux dirigeants pour comprendre là où il en est, pourquoi il en est là. Et il y a tellement peu de contre-pouvoirs dans des PME et des TPME que personne joue ce rôle de challenge du dirigeant. complètement. Bah et en Le- plus, ouais et en plus les cédants, on est quand même avec des personnes qui, ben, pas forcément l'habitude, enfin une génération qui a pas forcément l'habitude de se faire accompagner et justement qui a pas pris enfin notre génération, elle va beaucoup plus facilement prendre des coachs justement pour avoir cet effet miroir comme tu dis. La génération du cédant, pas forcément, quoi. Puis en fonction de la taille, il y a un certain ego du dirigeant qui en est arrivé à un certain développement C'est ça, qui peut être assimilé à une réussite. Et remettre en cause cette réussite et relativiser cette réussite, c'est pas forcément facile. complètement, Parce complètement que moi, je et trouve que d'arriver à challenger un dirigeant pour dire, OK, tu as fait 15 millions, j'ai jamais fait 15 millions dans ma vie, mais lui faire dire, tu as fait 15 millions, mais on peut faire mieux, il faut avoir par moment un peu de cran pour dire ça aussi. bah, là pour le coup, moi, tu vois, j'agis pas en leur disant: «On peut faire mieux». Je joue pas cette carte-là. Moi, c'est surtout de leur dire, hem, bah, en plus pour les cédants, ils ont une véritable douleur potentielle. Alors, soit parce que, ils ont voulu vendre leur boîte et ils se sont déjà pris des portes de la part de repreneurs qui leur ont dit: «Bah, en fait, tu es gentil, mais moi, je me rends compte que ta boîte, ça fait 30 ans que tu la manies, enfin que tu es aux commandes,
Tu passes 50 heures par semaine dans ta boîte, t'as pas pris de vacances depuis je ne sais pas combien de temps. Si demain tu t'en vas, même si on a une période de transition, c'est un énorme risque pour moi. Donc déjà, s'ils sont pris 2, 3, 4 portes comme ça commence, enfin, ils commencent forcément à réfléchir. Et puis après, il y a la grosse problématique de l'earn-out, en fait. Donc les repreneurs vont leur dire, bah, en fait, ok, moi je veux bien la reprendre ta boîte, mais par contre tu restes avec moi pendant 1 an. Et le problème, c'est que c'est quand même des dirigeants souvent qui vont partir à la retraite. Et là, ils vont pas vouloir, en fait, eux, enfin, je veux pas faire une généralité, hein, mais de ce qu'on voit, c'est plutôt, bah, en fait, ils ont souvent tellement d'attachement à leur boîte, justement, que eux, enfin, dans un monde idéal, c'est, bah, je te donne les clés, mais vraiment, hein, enfin, littéralement, je te donne les clés de ma boîte et puis je m'en vais. Enfin, vas-y, prends le bateau. Parce que j'ai pas envie d'avoir d'implication post-session sur bah, le devenir et l'avenir de ma boîte avec quelqu'un d'autre aux commandes, quoi. Et donc là, en fait, tu vois, moi, j'agis sur une véritable douleur, en fait. Plutôt que de dire on peut faire mieux, c'est juste si vous faites pas ça, si vous préparez pas la session et si vous n'êtes pas en train de vous détacher de votre entreprise avant la session pour vraiment donner le mode d'emploi à la future, enfin au repreneur, ben, vous allez avoir une véritable douleur parce que, un, bah, forcément, d'un point de vue valorisation, ça va pas être aussi important que ce que vous souhaiteriez. Et deux, vous allez devoir rester 3, 6 mois, 1 an dans votre boîte. Je pense en fait, alors quand je vais dire on peut faire mieux, c'est que en général, il suffit pas grand-chose pour modifier la rentabilité et donc modifier la valeur de l'entreprise. Mais tu as dit une chose qui me paraît hyper importante, c'est le plan de transition. Parce qu'en fait, le plan de transition, on y pense dans des moments, on va dire, plutôt festifs, comme peuvent être une session. Mais un accident de la vie, ça arrive. Malheureusement, des gens qui se prennent des camions, il y en a tous les jours. Et des dirigeants qui ont des petits incidents de la vie, ou voire des gros incidents de la vie, il y en a en permanence. Donc, anticiper ça le plus tôt possible, c'est enfin, c'est préserver l'entreprise justement de toutes ces problématiques que le dirigeant peut avoir à gérer à un moment ou à un autre, ou la famille du dirigeant peut avoir à gérer sans connaître l'entreprise. Mhm. Ah oui, bah, tu prêches une convaincue, mais enfin, enfin, si je te prends, enfin, quand toi, tu avais ta boîte, Ouais, est-ce que c'est des choses que tu avais anticipées? je les ai anticipés le jour où effectivement on a eu des propositions de rachat et qui Mmh, n'ont pas été jusqu'au bout. Et c'est moi ça. d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui j'ai lancé Scale to Sell, c'est que ces 5 années après ces échecs ont été les années les plus intéressantes intellectuellement. C'est celles où on a remis à plat les choses et on s'est dit comment on fait pour que la prochaine fois ça soit pas un échec. Exactement. Mais Et c'est il a fallu prendre la porte. Et c'est je ça. dirais qu'il y a toujours il y a quelque chose d'intéressant, c'est la vraie différence entre la perception de valeur interne et perception de valeur externe. Et le différentiel de l'un et de l'autre, c'est que tu peux te voir et tes clients peuvent te voir comme un, une solution, là où un acquéreur peut te voir que pour une source de problème. Et au final, Exactement. moi, je comprends maintenant, avec 10 ans de recul quasiment, pourquoi les groupes qui nous avaient approchés avaient fait marche arrière. C'est qu'en fait, on apportait plus de problèmes à gérer pour eux que de solutions à court terme. Ouais, Bon, ça exact. demande pas mal de prise de distance, ça demande pas mal de recul pour être capable de vivre ça mieux qu'un vendredi après-midi où on te dit, bah, finalement, non, on va pas avancer. Mais aujourd'hui, oui, je comprends et je comprends, enfin, et je trouve que ce vrai exercice de faire de valeur interne, valeur externe et de comprendre la différence de point de vue, c'est un des exercices qui fait progresser le dirigeant de façon assez forte. Voilà. C'est ça. Mais tu Un vois, c'est ça comptable, qui un est comptable qui te fait une valorisation comptable sur un apport d'holding, il va te montrer un chiffre qui souvent te fait plaisir, mais quand tu commences à creuser la réalité de l'entreprise, ses conflits sociaux, sa façon mmh, d'organiser, ça passe pas les due diligence, on est d'accord. on est d'accord. Mais c'est ça qui est extrêmement compliqué, tu vois? C'est que, bah, tu vois, quand je t'ai posé la question, c'est enfin, tu m'as répondu, c'est quand tu as eu une porte, quand tu t'es pris une porte,
que tu as mis des choses en place, en fait. Et c'est ça c'est ça le problème, c'est que anticiper, oui, on le sait tous que demain on peut sortir dans la rue et qu'on va peut-être se prendre un bus, on va avoir un accident de voiture. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça arrive pas qu'aux autres. Sauf que, bah moi, j'ai rencontré des dirigeants, tant qu'ils n'avaient pas eu d'infarctus, c'était pas la peine de leur parler, en fait. Mmh. À partir du moment où ils avaient eu un infarctus ou malheureusement un problème de santé, oui, là, ils commençaient à être un petit peu plus ouverts et à commencer à entendre. Parce que malheureusement, c'est extrêmement compliqué de leur faire entendre des choses tant que... Mais on est tous comme ça, en fait, on est tous comme ça. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Et surtout, deuxième point, ça me fait penser à... Bah, tu vois, c'est rigolo, c'est un truc que j'ai lu hier. Il y a une étude qui a été faite, notamment par Daniel Kahneman, tu sais, celui Mmh. qui a écrit Fast and Flow. Et donc, ils ont fait une étude apparemment. Ils ont fait deux groupes de personnes et ils ont donné un mug à chacun. Et le premier groupe, ils lui ont dit, on vous donne ce mug est à vous. Et le deuxième groupe, ils leur ont dit, ce mug n'est pas à vous, combien vous voudriez l'acheter? Et donc, le premier groupe, comme ils avaient le mug, ils leur ont dit, combien vous voudriez vendre ce mug? Mmh. Et c'était exactement le même mug, hein. Et bizarrement, le groupe qui voulait vendre le mug, il l'aurait vendu autour de 7 $. Et celui qui l'aurait acheté, il l'aurait acheté que 3 $. Et ça, tu vois, c'est extrêmement intéressant par rapport à valeur interne, valeur externe. C'est que au-delà du marché, au-delà de tout ça, c'est que ça s'appelle l'endowment effect, je crois, Mmh. en anglais. Et c'est vraiment, tu vois, le côté attachement et le côté identitaire que tu apportes à ce que tu as, Mmh. alors qu'en fait, quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, qui n'a pas cet affect sur la chose, bah, va pas du tout donner la même valeur. Et donc ça, mis dans le contexte de la session reprise, je trouve c'est hyper éclairant justement sur bah, ce que tu disais juste avant, c'est la valeur interne que toi tu peux donner à ta boîte versus une valeur externe sans te poser la question de combien ça pourrait valoir sur le marché d'un point de vue objectif. Et comme tu redisais, tu vois, par exemple, des acheteurs stratégiques, que ta boîte, elle allait plus leur mettre des bâtons dans les roues que vraiment leur apporter un potentiel et leur apporter et qu'ils puissent réaliser un véritable achat stratégique, quoi. Mais ça, c'est vraiment pas évident à en prendre conscience et du coup à mettre les choses en place pour le réaliser. Puis en fait, après, on rentre dans le volet émotionnel. C'est que j'ai passé du temps. Bah, c'est Le ça. temps, c'est la seule chose qu'on n'arrive pas à acheter. Donc, du coup, ce temps, je veux qu'on le valorise. Moi, je dis toujours que il faut rendre la boîte la plus indépendante du dirigeant, et je pense que c'est ce que tu dis toi aussi. Mais de plus en plus, j'arrive à compléter cette phrase par dire il faut rendre le dirigeant de plus en plus indépendant de l'entreprise. Et préparer en fait son après, c'est pas si facile que ça. C'est même contre-intuitif. C'est qu'on est persuadé que le téléphone sonnera toujours de la même façon, que les mêmes personnes seront toujours aussi fidèles, que dans les cercles, on sera invité de la même façon. Ah non, c'est pas vrai. Et Ouais. quel que soit son âge. Bah, clairement. Mais et c'est là où, je trouve que ce qui est, moi, ce que j'essaye de, c'est on va dire le message subliminal, c'est un peu de rendre sa boîte vendable à tout moment, en fait. Mmh. C'est vrai que on peut pas s'empêcher d'avoir un attachement à notre boîte parce que, comme tu dis, on y passe du temps. Mais le fait est que passer comme ça, on a l'impression que quelqu'un nous est redevable du temps qu'on a passé dedans. Mais en fait, si j'ai mis des choses en place, des systèmes en place, des automatisations pour faire en 3 heures ce que quelqu'un fait en 20 heures, parce qu'il a rien mis et qu'en fait, il a l'impression Mmh. d'être indispensable à sa boîte et a envie d'y passer du temps parce que cette valeur temps pour lui, c'est important pour son entreprise. Mmh. Mais en fait, la boîte, elle vaudra moins parce que la personne qui va la reprendre, elle n'a pas envie d'acheter le dirigeant, elle a envie d'acheter la boîte, quoi. Mmh. Et tu vois, je trouve que c'est ça toute la difficulté, c'est que, et là pour le coup, c'est je pense aussi un problème de génération parce qu'on a eu la chance de s'adapter et de naître avec des technologies que la génération précédente n'a pas eu cette chance. Et voilà, chacun fait du mieux qu'il peut et donc c'est est-ce que tu acceptes de changer, de lâcher prise en fait et de Mmh. pas avoir d'ego dans cette boîte pour accepter de la rendre vendable au maximum, quoi.
Pour toi, c'est quoi le rôle de l'entourage et quels conseils tu donnerais par rapport à l'entourage pour aider l'entreprise déjà à se développer, puis en plus aider l'entreprise à s'aider? Ben, c'est c'est extrêmement compliqué parce que Non, mais c'est le point le plus compliqué. On est. on est d'accord. Hem, Bah, déjà, il faut que l'entourage, c'est la problématique, tu vois? Moi, je vois des dirigeants, tu as 2 catégories. C'est soit l'entourage, elle comprend ce que le dirigeant fait et elle l'accepte et elle l'accompagne dans ses choix et dans sa vie. Mhm. Soit ça devient compliqué et l'entourage comprend pas parce que c'est pas des entrepreneurs, parce que, voilà. Et donc l'entreprise amène, comme on a dit, amène un certain niveau de vie aux dirigeants, Ouais. amène un statut aux dirigeants et ça, l'entourage peut en profiter et c'est tant mieux. Mais c'est aussi un cercle vicieux. Surtout si tu mets pas de système en place. C'est-à-dire que plus tu passes de temps, plus tu dégages du revenu et du résultat avec ta boîte, plus tu accèdes à un statut, plus tu accèdes à un niveau de vie. L'entourage en profite et ça, pour moi, c'est l'énorme cercle vicieux, quoi. Mhm. Qu'elle comprenne ou pas d'ailleurs. Et, pour moi, c'est une question un peu inextricable. Là, c'est le piège. Ouais. Parce que je veux dire, en tant qu'entourage, je peux pas parler à la place des autres, mais si, tu vois, moi, dans ma famille, j'ai des parents entrepreneurs, nous, on est entrepreneurs, etc. On a des boîtes différentes, euh, mais c'est certainement un biais parce que c'est mon métier, mais c'est mettre le plus de systèmes en place, quoi. Je veux dire, je ne fais que prêcher ma paroisse, mais je veux dire, je peux pas dire autre chose que d'essayer de réfléchir et de travailler intelligemment quand tu le peux, quoi. Et c'est toujours ce que j'ai fait, c'est de se dire, je préfère passer 10 heures sur un truc pour réfléchir à comment ensuite le faire en 1 heure, plutôt que de toujours travailler autant de temps à chaque fois et à chaque fois de réinventer la roue, tu vois. Donc, en tant qu'entourage, il y a juste ça. Mais je veux dire, si la personne en plus elle n'est pas entrepreneur, tu peux pas parler à la place du dirigeant, tu sais pas ce qu'il vit et c'est extrêmement compliqué, quoi. Mais je pense, en fait, moi, je le dirais d'une autre façon, c'est qu'il y a une solitude du dirigeant En qui plus, est ouais. Mmh. souvent, comment dire, impalpable, Mmh. même pour ses associés. Parce qu'il y a toute une partie de choses qu'on n'arrive pas à extérioriser, où il faut extrêmement bien se connaître pour Mmh. arriver à en avoir conscience et les extérioriser. Qu'il y a des biais de différents partenaires, que ce soit pour la croissance ou pour la structuration de l'entreprise ou pour sa cession. Et arriver à se détacher des biais des personnes autour font que, enfin, ces biais-là, d'ailleurs, pour moi, ne font que renforcer la solitude du dirigeant face à sa situation. Euh, Personne dans la boucle n'a les mêmes intérêts. Tes parents, tes enfants, ton conjoint, tes actionnaires, tes salariés, tes amis, ta position sociale fait que il y a plein de biais qui te mènent à prendre les bonnes ou les mauvaises ou au mauvais moment une décision. Et donc s'extraire de ces biais-là, c'est quelque chose où justement un regard tiers comme celui qu'on peut apporter à nos clients permet de reposer les choses et aussi de prendre les bonnes décisions parce que nous, on a un œil, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de biais, on a nos propres biais, mais on a un Mmh. œil beaucoup plus externe et beaucoup moins impliqué dans une éventuelle transaction. Bah, clairement. Et c'est ça aussi, tu vois? Pour moi, il y a vraiment un énorme problème générationnel. C'est que encore une fois, cette catégorie de dirigeants, voilà, qui arrivent à la retraite on place la valeur travail, la valeur travail est extrêmement haute et n'ont pas eu l'habitude de se faire, accompagner. Comme nous, voilà, on pourrait très facilement prendre des consultants, prendre des coachs, qui ont cet œil extérieur comme tu le dis mais eux, moins. Eux, le principal interlocuteur, c'est l'expert comptable. Au pire, ou au mieux, c'est l'avocat. Et l'avocat et l'expert comptable n'ont pas les mêmes interventions et regards qu'un consultant qui a vu beaucoup de transformations, etc. Transformations dans les entreprises. Ils peuvent pas avoir le même regard et les mêmes implications forcément. Mm. Mais c'est déjà pas mal, on va dire. Mais après, tous les groupes d'entrepreneurs, de dirigeants qui sont intéressants aujourd'hui, quoi. Ah aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un vrai succès sur les différents Mm, groupes et façons de. Bon, même si ça fait déjà quelques temps que certains groupes se sont structurés, hein. L'APM, je crois que ça a plus de 40 ans, voire 50.
y a aujourd'hui une vraie demande, quel que soit le niveau du dirigeant, pour se faire, enfin, quand je dis quel que soit le niveau, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour se faire accompagner et pour avoir des regards externes. On est d'accord. Toi, quel est le conseil que tu préfères donner Ça dépend à qui? à un dirigeant qui veut s'aider? Un dirigeant qui veut s'aider? Euh, Anticiper. Tu peux détailler? Ouais, anticiper sa session, quoi. Mmh. Pour que, vraiment, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour rendre sa boîte vendable le plus tôt possible, en fait. Et même quand il n'est pas en tant que CD. L'idée, c'est vraiment, enfin, de se donner des options, en fait. Et ça, je Mmh. pense que c'est vraiment le plus important, c'est de se dire, parce que moi, enfin, quand je parle à des dirigeants et quand je prends la casquette, enfin, enfin, j'enlève la dépendance du cédant enfin, et que je parle à des dirigeants cédants, et parfois certains me disent, mais non, mais moi, ça m'intéresse pas, je veux pas céder ma boîte, ça me va très bien comme ça. Bah oui, mais moi, en fait, le truc, ce que je leur dis, c'est que si tu as envie de travailler 70 heures par semaine, c'est OK, en fait. Mais est-ce que tu as la possibilité de ne pas le faire, en fait? Mmh. Est-ce que si demain tu as un accident, si demain tu dois t'occuper d'un proche qui est malade, ou si tu veux partir en voyage, et cetera, est-ce que tu as la possibilité de t'extraire de ta boîte et que ta boîte continue à tourner sans toi? Et donc enfin, pour moi, c'est ça, en fait, c'est anticiper, mais finalement, c'est plutôt rendre la boîte vendable, Mmh. heu, à tout moment. Et c'est le fait de se créer des options, de se dire: «Si j'ai envie de faire autant d'heures dans ma boîte parce que ça m'épanouit, parce que ça me fait kiffer, parce que voilà, je peux». Mais je peux aussi m'extraire et partir 3 semaines en vacances parce que j'en ai besoin, parce que, pour des raisons familiales, ou et cetera, quoi. Moi, j'aime bien poser la question surtout pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Pourquoi on en est là et pourquoi on va aller ailleurs? Et pourquoi l'étape suivante fait du sens? Bien sûr. Heu, Trop de personnes sont dans une course à la croissance sans comprendre la croissance vers laquelle ils vont. Parce que c'est une croissance d'ego, parce que c'est, une croissance, de marché, parce que c'est enfin voilà, mais peut-être qu'il faut à un moment ou à un autre accepter la taille dans laquelle on est. Donc comprendre le pourquoi, en fait, l'étape d'après fait sens et est-ce qu'on est toujours, la personne la plus, pertinente? Moi, je pense, tu vois, c'est une de mes grosses erreurs, c'est que j'avais passé un cap où je n'étais plus la personne la plus pertinente, Mmh. et comment j'arrive à prendre conscience et comment on arrive à faire prendre conscience que, ben, face à un pourquoi, on n'est plus forcément la solution. Ouais, complètement. Et après, c'est, c'est vraiment ça, c'est est-ce que tu évolues ou est-ce que tu passes la main, quoi? Est-ce que tu es capable de changer? Parce que, mais j'avais lu un truc, c'est le principe des montagnes, en fait, dans la boîte. C'est-à-dire que quand tu franchis la première montagne, bah, tu es la personne qu'il faut pour ta boîte. Mais à partir du moment où tu veux franchir la deuxième montagne, ce qui t'a amené à franchir la première montagne n'est pas ce qui t'amènera à franchir la deuxième, tu vois? Et du coup, bah, c'est là, en fait, où la boîte commence à atteindre son plafond, et cetera. Et c'est là où, comme tu dis, il faut que tu aies conscience de: est-ce que moi je suis capable, déjà, est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que moi je suis capable de changer? Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai les ressources pour ça? Et sinon, bah, est-ce que quelqu'un peut prendre le relais et faire ça mieux que moi, quoi? Mmh. Mais ça, faut beaucoup de lâcher prise, et faut avoir beaucoup d'humilité pour le faire. Enfin, ouais, des forces très, des soft skills, quoi. Comment tu arrives à faire, prendre conscience qu'il faut du lâcher prise à un dirigeant, toi? J'y arrive pas forcément. On est d'accord. C'est Non, non, compliqué. ouais, non, mais c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, c'est un travail de, encore une fois, ça va dépendre de son âge, ça va dépendre de combien de temps il a passé dans la boîte, et cetera. Mais enfin, pour moi, le côté douleur est extrêmement important. C'est malheureux, mais je pense qu'en fait, enfin, on est comme ça en tant qu'humain. C'est que tant qu'on s'est pas pris le mur, ça va être difficile de lâcher prise parce qu'on va toujours avoir l'impression de pouvoir faire plus, en fait. Et donc, soit un dirigeant arrive chez moi et s'est déjà pris des portes et me dit: «Non, mais c'est bon, là, j'en peux plus, j'ai bien compris, il fallait que je lâche du lest. En plus, j'ai envie de faire autre chose et j'ai bien compris que je pouvais pas le faire en l'état, il me fallait plus de temps». Et donc, Mmh. dans ces cas-là, bah, lui, il a déjà fait son travail de lâcher prise.
Et sinon, si on est encore dans la période de je dois l'aider en fait à lâcher prise, bah, c'est malheureux, mais c'est accentué sur la douleur, quoi. Mmh. Et c'est aussi, enfin, je veux dire, c'est un équilibre entre accentuer à la douleur et le mettre en confiance en fait. Parce que pour moi, tu arrives à lâcher prise quand tu as confiance dans le système. Tu Ouais. vois, quand les personnes, enfin, parce que le lâcher prise, c'est très lié, parce que là, enfin, on parle de la délégation, hein, Mmh. enfin, quand un cédant, c'est plus que de la délégation, on est d'accord, mais ça commence par de la délégation. Et donc, c'est aussi des gens qui ont du mal à déléguer. Et donc, finalement, quand tu arrives à correctement déléguer, c'est parce que tu as confiance dans le système que tu as mis en place. Et pas forcément, tu vois, c'est le système et la personne. Mais c'est pas que la personne, quoi. Parce que si tu as que la personne, bah, en fait, tu as juste transféré Charge à quelqu'un. l'indispensabilité, on va dire. Et donc, c'est ça aussi, tu vois, c'est peut-être aussi avancer pas à pas pour lui montrer, OK, on va juste commencer par quelques tâches, on va mettre les systèmes en place, tu vas te lâcher de ça, et puis on va voir comment ça va se passer. Donc, ça va être, enfin, c'est un peu difficile au départ, mais plus le dirigeant a confiance dans le système qu'on met en place, plus il a confiance dans les procédures et sur le fait qu'on a trouvé la bonne personne, parce que c'est aussi en faisant ce travail-là qu'on est capable de trouver la bonne personne. On sait mieux enfin, les ressources dont on a besoin. Bah, petit à petit, on peut enclencher finalement ce cercle de confiance qui va faire qu'il va petit à petit pouvoir lâcher prise, enfin mieux lâcher prise et accepter aussi de le faire. Moi, il y a une chose que que j'aime bien faire, c'est travailler sur alors c'est pas la douleur de la même façon que tu exprimes, c'est parler des projets qu'il n'a pas le temps de faire. Aussi, ouais. Mmh. Et en fait, en partant des projets qu'il n'a pas le temps de faire, plus que de partir des douleurs qu'il a, c'est Bah, plus c'est aussi travailler un sur peu une douleur ouais. aussi. Ouais, c'est une douleur. Ouais, non, mais je veux dire les douleurs dont il Mmh. souffre, c'est plutôt voilà. C'est de parler de ces projets-là comme étant, ben, préparer en fait la session d'après. Quand je dis la session d'après, la session de vie d'après, pour en fait mieux vivre ce sur quoi je dois structurer aujourd'hui pour en fait me laisser du temps pour faire autre chose. Parce qu'en fait, je porte mon entreprise 365 jours par an les années non bissextiles et j'ai envie de passer peut-être plus que 200 jours Mmh. sur ce projet-là et passer 160 autres jours à travailler ou à faire d'autres choses, pas forcément professionnelles et comment je me laisse du temps, pour les faire, voilà. Mmh. Mais c'est ça aussi, je pense, qui est très important, tu vois, de travailler la perspective aussi un peu. Parce que moi, je le vois souvent chez les cédants, c'est des personnes qui sont tellement dans leur boîte qu'ils pensent pas à l'après ou qui pensent pas à l'ailleurs, tu vois? Mmh. Enfin, enfin, ils pensent pas à ce qu'ils vont faire après. Ils ont Ouais. pas de projet pour, après la session et Mmh. donc forcément, ils se projettent pas et ils Mmh. sont pas en train de se dire, «Ah bah oui, mais si j'avais plus de temps, je pourrais faire ça». Bah non, parce que, enfin, ils y pensent pas. Donc ils sont très bien là où ils sont, en fait. Donc à partir du moment où tu es très bien là où tu es, bah, il y a pas de raison de changer. Il faut que tu aies une raison pour changer, tu vois? Il faut que tu aies une raison une raison pour vendre et il faut que tu aies une raison pour, changer, pour mieux vendre, en fait. Bah, d'ailleurs Et nous, c'est notre rôle de trouver ce déclencheur, en fait. d'ailleurs, tu vois, moi, j'ai beaucoup évolué en réfléchissant ces dernières années et je pense qu'il y a quelque chose où, les actionnaires, la société, on va dire un rôle, c'est on te cantonne à un seul job, voire Mmh. une seule responsabilité et que je trouve aujourd'hui que ce qui fait la richesse et pour en avoir discuté avec beaucoup de dirigeants, c'est le fait d'avoir, 1 ou 2 casquettes, enfin 2 ou 3 casquettes même plutôt, et de partager ton activité entre une activité principale qui est peut-être ton activité alimentaire et une deuxième activité qui est plutôt une activité, spirituelle, une activité, annexe, une activité, exceptionnelle, qui peut être aussi, une activité rémunératrice, hein, faut pas Mmh. voilà. Bien sûr. Ça génère en fait, bah, déjà ça génère un cercle vertueux de j'alimente et je récupère de l'énergie dans les 2 activités et puis en fait, bah, quand une s'arrête pour une raison, X, Y ou Z, bah, j'ai la Mmh. deuxième qui prend le relais et puis je m'en recrée du coup une troisième qui me permet de continuer à avancer. Ouais, c'est super intéressant tout ce que tu dis et tu vois, ça me fait penser à bah, un peu à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais? Enfin, c'est aussi cette capacité à savoir prendre du recul, en fait et le lâcher prise, c'est lié avec le prendre du recul. Regarde, si je reprends l'exemple, enfin, tu vois, tes parents, tu as un enfant unique.
Bon, bah, pour des parents avec enfant unique, c'est extrêmement difficile de prendre du recul et de leur lâcher du lest. Parce que c'est le bébé, parce que voilà. Mais par contre, quand tu as 2, 3, voire plus, bon, bah là, tu les laisses, hein, parce que limite, t'en as marre de les avoir sous ta À coupe, tu 3 vois. enfants, de toute façon, il y a une supériorité numérique chez eux qui font que tu es obligé de les laisser faire. Voilà, c'est ça. Donc en fait, enfin, je veux dire, c'est comme quand tu recherches un emploi. C'est comme quand tu recherches des boîtes. Si tu qu'une boîte dans ton pipe, bon, bah, forcément, tu vas tout miser dessus et si tu pas au bout, bah, c'est la misère, en fait. Mmh. Mais par contre, si tu as, 10 boîtes dans ton pipe, si tu en perds une, bah, déjà, tu es beaucoup plus à l'aise dans les négos et tu sais que, bah, tu vas pouvoir rebondir. Et Mmh. donc, enfin, je te rejoins complètement, en fait. C'est assez intéressant comme angle pour, justement se dire que, bah, en fait, ça permet de prendre du recul et de finalement de lâcher un petit peu ce côté émotionnel sur, le projet principal. Après, il faut pouvoir le faire et Mmh. pour pouvoir le faire, il faut justement mettre des choses en place dans la première pour, se dégager du temps, quoi. On en revient au système. On en revient à là, quoi. On arrive au bout de cette interview. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées sur lesquelles tu aurais aimé apporter des réponses? Là, comme ça, Même si c'est plus un échange qu'une interview pour une fois. ouais, bah, c'est chouette. Moi, j'ai adoré. Bon, bah, non, pareil. Non, non, et puis je trouve que c'est intéressant de parler, en fait, et d'avoir rien préparé, d'avoir des choses qui se construisent au fur et à mesure de l'interview. Donc, non, non. Écoute, j'ai pas forcément pensé à des questions, si ce n'est, bah, voilà, c'est quoi mes perspectives et c'est quoi l'avenir de tes systèmes? Bah, écoute, je te répondrai que ça continue sur sa lancée. L'idée, c'est, bah, voilà, d'aider de plus en plus de dirigeants, qu'ils aient envie de vendre ou non, mais c'est vraiment d'aider. Alors, j'aime pas forcément ce côté, tu vois, dirigeant, libre, Mmh. mais c'est un peu ça quand même. Enfin, ça en français, ça résonne pas très bien, mais c'est cette idée-là, tu vois, bah, d'essayer d'aider ces dirigeants, tu vois? De leur dire que, bah, oui, il y a peut-être une autre voie, en fait. Il y a peut-être une autre voie et que, bah, l'entreprise, c'est pas un job, comme tu l'as dit, ça reste une entreprise, c'est une personne morale, elle a sa propre identité et nous, on n'est qu'un moyen et voilà, il faut passer le relais, quoi. Mmh. C'est une belle conclusion. Voilà. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? LinkedIn, Bon. Bah, je écoute, réponds à tous mes mails. merci beaucoup pour ton temps. Et puis, on Merci à remercie toi, aussi Florent. Christophe Ménard qui nous a mis en contact, qui Exactement. nous fait un petit coucou. Et voilà. Super. Merci beaucoup. À À très bientôt. bientôt. Ciao. Ouais, salut.